SAR va soumettre au vote un projet de loi empêchant un candidat au poste de Premier ministre inculpé de se présenter. Évidemment, un projet de loi qui touche directement Benyamin Netanyahou. Et comme chaque lundi, nous retrouvons Richard Darmon. Richard, bonjour. Richard, bonjour et shalom. Ouais. Bonjour Richard, on va parler bien entendu de l'actualité politique israélienne avec aujourd'hui un événement d'importance puisque c'est la rentrée parlementaire ce lundi en Israël, c'est-à-dire que le retour des députés à la Knesset et donc on va essayer de voir avec vous les priorités à l'ordre du jour de cette rentrée parlementaire. Oui, aujourd'hui la Knesset rentre après ses vacances d'été et en fait ce qui domine le premier point qui est vraiment au centre de l'ordre du jour, c'est, vous l'avez d'ailleurs signalé, le débat et les deux votes prévus en seconde et en troisième lecture sur le budget, le double budget portant sur 2 ans, la fin de l'année 2021 et surtout 2022, avec une course contre la montre et des centaines d'amendements qui seront soumis au vote dans des soirées marathons qui dureront jusqu'à l'aube au sein de l'hémicycle, qui concernent les arrangements budgétaires, avec comme deadline le 14 novembre prochain pour adopter ce budget, faute de quoi, il faut le rappeler, la Knesset sera automatiquement dissoute et le pays convoqué pour la 5e fois en moins de 3 ans à un nouveau scrutin législatif. Alors, à part donc ce point assez écrasant et central, il y a aussi à noter en cette rentrée parlementaire les différentes propositions de loi du ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, du parti Nouvel Espoir, qui concernent plusieurs dossiers, je dirais, délicats. Là. Je donnerai quelques exemples. Sa'ar va soumettre au vote un projet de loi empêchant un candidat au poste de Premier ministre inculpé de se présenter. Évidemment, un projet de loi qui touche directement Benyamin Netanyahou. Ce même Gideon Sa'ar a aussi d'autres propositions, notamment le fait de devoir amender la fameuse loi sur la citoyenneté qui empêchait jusque-là l'octroi de la nationalité israélienne aux conjoints palestiniens d'Arabes israéliens, donc un sujet qui divise pas mal le gouvernement, puisque la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a une position, je dirais, assez dure pour maintenir cette loi qui n'avait pas été adoptée juste avant l'été, et elle a à la fois des opposants sur sa gauche et sur sa droite, puisque hier en commission, le parti sioniste religieux a proposé en commission parlementaire une version beaucoup plus dure encore que celle qu'avance Ayelet Shaked. Et puis ce même Gideon Sa'ar, qui, soit dit entre parenthèses, a autorisé hier, il y a quelques jours, ou plutôt en fin de semaine, la constitution d'une commission d'État, officielle d'État, une commission nationale sur la fameuse enquête, je dirais, concernant l'affaire 3000, le dossier 3000, qui est l'affaire des sous-marins, un sujet qui est finalement un véritable, c'est le cas de le dire, monstre du Loch Ness, puisque Benny Gantz, du parti bleu et blanc, avait demandé la constitution d'une telle commission d'enquête sous le dernier gouvernement Netanyahou, et ça lui avait été refusé, puisque évidemment cette commission devra enquêter sur la conduite du gouvernement Netanyahou par rapport à la sélection, l'achat et le financement de ces sous-marins à l'Allemagne. Et autre priorité à l'ordre du jour de la Knesset, c'est on s'attend à ce que les leaders du Parti travailliste et de Meretz, qui sont ulcérés par le fait que Naftali Bennett, dans son discours tout récent à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU à New York, n'a pas mentionné le dossier palestinien, vont mener une guérilla à plusieurs niveaux. D'abord contre les propositions budgétaires du ministre des Finances, Avigdor Lieberman, concernant l'octroi de budget à certaines localités juives en Judée-Samarie pour les détourner
disons en fonction des souhaits de Meretz et des travaillistes, pour les détourner vers les besoins, selon eux, plus urgents des villes de développement dans la périphérie israélienne, en deçà de la ligne verte. Et puis, il va y avoir à nouveau, à l'initiative de la gauche, de ces deux partis de gauche, nouveaux amendements et une nouvelle discussion concernant le texte de la fameuse loi sur l'État-nation juif, Israël défini comme État-nation, qui avait été adopté sous la législature d'Netanyahou, et que ces partis de gauche jugent trop chauvine plutôt, et qu'ils voudraient voir inspirés davantage par des principes définis depuis longtemps par la loi fondamentale sur l'égalité en Israël, qui est un des piliers constitutionnels d'Israël. Alors toujours dans ces mêmes projets, il y a les sujets encore plus délicats concernant l'État et la religion. La Knesset doit se prononcer sur un projet de loi qui a été soumis déjà depuis avant l'été par le ministre des Services religieux Matan Kahana, visant à supprimer, on en a parlé déjà dans notre chronique, le monopole exclusif du grand rabbinat israélien sur la cache-route alimentaire et visant à libéraliser ce secteur d'activité, le rabbinat ne jouant plus qu'un rôle de coordinateur, évidemment, une proposition de loi qui va encore accentuer la levée de boucliers des partis religieux ou des partis qui ne partagent pas du tout cette intention de mettre fin au monopole du grand rabbinat. Enfin, dernier cheval de bataille de cette rentrée parlementaire, il y en a beaucoup, comme vous voyez. Ce sera encore la nomination qui n'est pas encore effectuée dans plusieurs commissions importantes, des présidents de ces commissions sans lesquelles la Knesset ne peut pas fonctionner, et d'autant que le Likoud, on le rappelle, avait boycotté l'élection à la tête de ces comités, alors que, pour simplement parce qu'il estimait qu'il y a 30 députés, il méritait qu'on lui propose de plus nombreuses présidences, et donc en l'absence du Likoud et de l'opposition, il risque d'avoir des dysfonctionnements. Enfin, ultime priorité qu'on aurait pu peut-être mettre avant même le budget, c'est que cette rentrée parlementaire, elle devra statuer sur la gestion toujours problématique de la pandémie de coronavirus, avec différentes propositions légales concernant le passeport vert qui va être institué obligatoirement à partir de jeudi, et qui si vous voulez, qui concerne toutes sortes de mesures que la Knesset va essayer d'instaurer, notamment dans le secteur de l'éducation nationale par rapport à la vaccination des enfants. Donc on voyait un ordre du jour bien chargé, cette rentrée parlementaire. Alors on va rester peut-être un peu dans le budget, parce que c'est vraiment le sujet le plus important, et puis en raison surtout de la composition de l'actuel gouvernement et de l'actuelle coalition, il risque d'avoir une montée des enchères concernant justement ce budget, avec des demandes de certains partis de demandes budgétaires, justement, en contrepartie de voter pour ce budget. Oui, tout à fait, puisque on assiste à un scénario déjà écrit d'avance. On s'était aperçu dans différents sujets sécuritaires et déjà un peu budgétaires que le partenaire arabe indispensable au maintien de cette coalition, qui, je répète, n'a qu'une voix de majorité avec Knesset, c'est-à-dire le parti islamique israélien RAM, dirigé par Mansour Abbas. On savait qu'il allait se servir de sa position charnière et sa présence au gouvernement indispensable, faute de quoi le gouvernement tombe, pour faire monter les enchères. Et ça n'a pas manqué de se passer, puisque ces derniers jours, on a assisté à un tir groupé de plusieurs de ces députés, dont Walad Taha, qui est, si vous voulez, l'une des figures de proue, puisqu'il est président de la commission de l'intérieur de la Knesset, de tout ce qui concerne les affaires intérieures, et qui a carrément menacé, à deux titres d'ailleurs, de ne pas voter le budget, et donc de faire tomber le gouvernement d'ici le 14 novembre, puisque la date deadline, je répète, c'est le 14 novembre, à deux conditions. Si justement, Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, n'adoucit pas sa position concernant la réunification des familles, c'est-à-dire ce sujet dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait que
il se serait permis l'octroi de la citoyenneté israélienne aux Palestiniens conjoints d'Israéliens arabes. Maintenant, ce sujet devient très très brûlant et sujet à polémique. Et puis, deuxième cheval de bataille, enfourché, j'allais dire, par d'autres députés et même par Mansour Abbas lui-même, c'est les 35 millions de shekels promis au secteur arabe israélien, pas seulement pour les infrastructures, mais surtout pour lutter contre la violence qui sévit, la violence domestique qui sévit dans la société arabe et qui fait des morts presque tous les jours. Et donc là, je dirais, ce chantage est en train d'éclater au grand jour et il va y avoir des polémiques et des moments assez dramatiques dans les jours et les semaines qui viennent. Le gouvernement n'ayant pas d'autre issue, le gouvernement hétéroclite de Naftali Bennett n'ayant pas d'autre issue pour s'en sortir que de faire passer ce budget, sans quoi il chutera, et donc de satisfaire aux demandes, je dirais, en forme de chantage du parti RAM de Mansour, ce qui est une des caractéristiques négatives de ce gouvernement. Alors, on a parlé du gouvernement, on a parlé de la coalition, on va parler maintenant de l'opposition, une opposition qui a été, on va dire, une opposition assez importante et lors de la première session de la Knesset. Comment va agir l'opposition? De quelle manière elle va se comporter? Et est-ce qu'on peut déjà parler un peu de l'ordre du jour, du discours qui sera prononcé par le chef de l'opposition, Benyamin Netanyahou, cet après-midi? Oui, l'un des chevaux de bataille et des actes de ce discours va être pour Netanyahou le fait d'épingler et d'analyser de manière très verte et critique le discours important prononcé par Naftali Bennett devant l'Assemblée générale de l'ONU voilà une dizaine de jours, dans la mesure où, si vous voulez, ce que reprochera Netanyahou, c'est pas le fait que Bennett n'ait pas parlé du dossier palestinien, mais c'est le fait que concernant les différents sujets abordés, dont l'Iran, eh bien, le Premier ministre aurait fait, selon le Likoud, un discours très terne. Il aurait parlé pour pas dire grand-chose devant une assemblée à moitié vide. Ça, on peut pas lui reprocher vu l'heure à laquelle il est intervenu. Mais surtout, d'après différentes analyses critiques qui ont été faites de ce discours, Naftali Bennett, qui a voulu en fait mettre son pied dans les empreintes déjà tracées par Netanyahou, aurait raté son coup dans la mesure où il n'a pas changé son fusil d'épaule. Bon, certes, il fallait parler de l'Iran, encore que le Likoud estime que Bennett a été plutôt alambiqué, mais surtout, il aurait raté l'occasion de mettre en avant les réalisations quand même importantes et qui avaient été appréciées sur la scène mondiale concernant la gestion de la pandémie du corona, puisque Israël a été vu pendant de longs mois comme ayant réussi, notamment au niveau de sa politique de vaccination. Bref, le Premier ministre qui se définit souvent comme un novateur et comme une nouvelle génération, faisant partie d'une nouvelle génération de leaders israéliens, finalement n'a pas eu un discours dans cette tonalité-là. Il a eu un discours assez classique où il a dit des choses importantes, certes, mais il n'a pas mis en avant l'originalité des réalisations israéliennes dans le domaine sanitaire et économique et scientifique. Et d'une certaine manière, cet examen de passage qui était pour Bennett une échéance importante de s'adresser aux nations du monde à l'ONU, eh bien, il aurait plutôt, d'après le Likoud et d'après certains analystes israéliens, raté son passage à l'examen, peut-être en craignant d'être trop novateur et en voulant être un peu dans l'ombre de Netanyahou, qui avait lui marqué, on s'en souvient, ces fameux discours à l'ONU par des interventions spectaculaires. Donc, ce sera pas très difficile et Netanyahou cet après-midi va faire ses choux gras de la critique de Bennett, qui effectivement, dans la conduite, porte le flanc plus ou moins en tout cas une partie des critiques du Likoud. Très bien, Richard, merci pour ce tour d'horizon de l'actualité politique israélienne. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Merci et bonne journée.